Salut à tous et bienvenue sur Débat Foot Marseille dans une émission où on va beaucoup parler de l'événement principal de cette semaine marseillaise, la non-venue de Mario Balotelli et ce qu'il y a derrière ce transfert. Comment ça se fait que la priorité numéro 1 du recrutement n'ait pas pu venir et qu'on ait un peu le bec dans l'eau avec Nice qui fanfaronne au-dessus de nous. On va parler de ça, on va aussi parler du match ultra décisif de dimanche face à Rennes. Déjà ultra décisif, on va se poser cette question, on va se poser ces questions avec Jacques Bail. Salut. Bonjour à tous, c'est super content d'être ici avec vous à vos côtés et c'est toujours un grand plaisir. Donc adjoint historique de Roland Courbis et également directeur général de l'UIN Sport où nous organisons la Pitchoun Cup, là, c'est un peu notre Coupe du Monde des enfants, 8-9. Qui aura lieu le 1er juin, donc je vous invite, si vous êtes dans le coin, de venir voir tous ces petits tout là. C'est magnifique, c'est vraiment un très bon moment à passer avec des enfants passionnés. Avec des petits clubs qui ramènent leur... Oui, un peu des Manchester City, des Liverpool, des Glasgow Rangers, des Arsenal, l'Olympique de Marseille bien sûr. 3 fois rien, c'est des clubs. Voilà, donc on passe vraiment un très bon moment. Et puis voilà, pour tous les recruteurs en herbe pour aller chercher des pépites. Okay. Thierry, tu y seras ? Ouais, l'année prochaine, je vais aller faire un tour à l'UIN, ouais. Voilà, donc toi, on te retrouve en règle générale devant la commanderie. Oui, toujours en poste devant la commanderie pour essayer d'avoir des infos. Et puis, je remercie les sœurs de me nourrir midi et soir. Voilà, en poste permanent. En poste permanent. Si d'autres joueurs viennent, d'ailleurs, tu avais vu un joueur mystère rentrer à la commanderie il y a quelques semaines et tu penses maintenant que c'était Radonjic. Ou en tout cas son agent. Non, c'était bien lui, le passager mystère de Andoni Zubizarreta. C'est le paparazzi de Football Club de Marseille. Merci à toi. Et le taulier de Football Club de Marseille, Nicolas Fiol, qu'on ne présente plus. De retour de vacances en pleine forme. Voilà, on va tout de suite parler de Balotelli parce que c'est ce qui secoue le microcosme olympien. C'est parti. Alors Mario Balotelli ne signera pas à l'Olympique de Marseille, c'est Nice qui l'a annoncé très fièrement avec un petit communiqué où ils ont mis un petit tacle à l'Olympique de Marseille pour se faire plaisir. C'est de bonne guerre, Jacques, on va dire. Oui, c'est de bonne guerre, bien sûr. Après, à la sortie de cet événement, ils en sortent vainqueurs et grandis. Et nous, on en ressort encore une fois pas grandis du tout. Et comme on disait précédemment en off, c'est ce qui a mené toute cette polémique, c'est l'arrivée de Mario Balotelli au centre de la commanderie. Sans ça, il y aurait eu une polémique, mais qui n'aurait pas grandi autant que ça. Ouais, parce que là, c'était vraiment très officiel. De toute manière, c'est clair et net. On était sur Mario Balotelli. Il y a eu des déclarations des joueurs, de l'entraîneur, du président, du directeur sportif. Tout le monde à l'OM a reconnu qu'on était sur Mario Balotelli. On négocie avec lui depuis plusieurs mois. Donc voilà, mais on ne saura jamais la vérité exacte de ce transfert. Cependant, on a eu les déclarations de Jean-Pierre River, le président niçois, de Jacques-Henri Hérault, le président de l'OM, et on va voir un petit peu ce qu'ils nous disent, on va sous-peser un peu leurs arguments. On va commencer par celui qui a parlé en premier, d'ailleurs qui a beaucoup parlé, Jean-Pierre River. Donc il a expliqué que si l'OM avait raté Mario Balotelli, c'était pour 1,5 million d'euros. Alors je vais refaire un petit peu sa déclaration. Donc on a eu également une proposition d'achat de Mario à 2,5 millions avec dans le même temps une offre de vente de Cabella à 2,5 millions. Nice n'était pas intéressé par ces propositions et puis on est resté sans nouvelles pendant longtemps. Mario était soi-disant sa priorité absolue mais l'OM l'a raté pour 1,5 million d'euros. Donc Thierry, franchement 1,5 million d'euros, tu crois qu'on a raté Balotelli pour 1,5 million d'euros ? Non, j'y crois pas. C'est quand même, ça tient pas debout cette histoire. Non, ça aurait coûté beaucoup plus cher parce qu'après, il y a, comme tu disais tout à l'heure, il y a la durée du contrat, c'est un investissement assez lourd, ça aurait peut-être mis la zizanie dans le vestiaire. On va parler de tout ça après parce que Jacques-Henri Hérault en a parlé, mais pour le moment, cet argument de River, donc Jacques, toi non plus, ça ne tient pas la route. Tu n'as pas raté Balotelli pour 1,5 million d'euros. Non, pas du tout. L'erreur, elle n'est pas de là. Donc après, Rivière, on peut dire ce qu'on veut. Je ne le connais pas spécialement bien, mais quand même un peu. C'est pas une mauvaise personne. C'est quand même un président qui est compétent, qui est là dans le milieu depuis pas mal de temps. Donc très honnêtement, je ne sais pas où me positionner là.
Nico, toi, t'en penses quoi de ça? En sachant que donc Jacques-Henri Hérault a dit que c'était risible, qu'on lui avait jamais parlé de 4 millions, qu'on lui avait parlé de 10 millions. Moi, je pense que c'est un peu une guerre de chiffres, mais avant tout, le problème, il est de la communication entre les deux clubs. Je pense que l'OM a mis beaucoup de temps à contacter Nice pour savoir ce qu'il en était. Il y a des gens, on en parlera ensuite, comme Fournier, qui sont un peu braqués et qui vont rien laisser passer à la nouvelle direction de l'OM. Fournier qui a d'ailleurs dit qu'il avait des preuves par texto d'avoir envoyé à l'OM une offre que s'il voulait Mario Balotelli, c'était 4 millions d'euros s'il le prenait pour un an et que sinon, il fallait rajouter 2 millions à chaque année de contrat supplémentaire. Donc par exemple, si on partait sur un 2 plus 1, ce serait 6 millions plus 2 millions potentiels. J'ai l'impression que les deux parties se sont vite braquées. Ça a mis du temps parce que en fait, je pense que la sortie du nom Balotelli était dans la presse depuis fin mai, on s'en souvient, avant la fin du championnat. Déjà, on en parlait beaucoup. Je pense que l'OM a discuté avec Balotelli, a discuté avec Raiola, mais que ça a mis beaucoup de temps à arriver jusqu'à appeler Nice. Et je pense que les deux parties se sont retrouvées très vite un peu braquées. Voilà, donc on va passer tout de suite à cet argument-là qui a été mis en avant un peu par les deux parties, parce que je voulais y venir plus tard, mais ça transpire de partout. C'est le fait qu'il y ait des mauvaises relations entre Nice et l'OM. On a eu Jacques-Henri Hérault qui a expliqué, donc tout le monde ne voulait pas forcément que le joueur signe à l'OM. Ça, c'était dans la Provence. Donc, lorsqu'on lui a demandé aussi à l'équipe, est-ce que vous parlez de Julien Fournier, il a dit sans trop le dire, bon, vous ferez vous-même vos conclusions. Et Julien Fournier, justement, donc on rappelle, ancien directeur général de l'OM sous Pape Diouf, qui a gardé une grande rancœur envers l'OM depuis son licenciement, lui a eu des mots très durs envers les dirigeants olympiens. Je pense que les dirigeants olympiens, et je fais bien la différence entre eux et l'OM, ne pouvaient pas plus mal s'y prendre dans les négociations. Mais quand on est à l'OM, on a parfois ce sentiment d'immunité qu'on puisse faire tout et n'importe quoi sans considération pour les autres clubs. Donc voilà, il se renvoie. Là, on sent tout de suite que c'est là en fait que le bas a blessé, c'est qu'il ne pouvait pas se voir, quoi. Et que si aussi tu dois t'arranger pour faire un transfert, il faut quand même communiquer les uns avec les autres. Hein. On est à la maternelle là. Très honnêtement, le directeur sportif, c'est un fait. À un moment donné, quand ça rentre dans le haut niveau comme ça, je pense que les présidents doivent prendre le relais. Ça part dans tous les sens, dans la médiatiquement. On se renvoie la balle. Les deux clubs, c'est pas une bonne idée ça. On se réunit les deux présidents, on a une envie, un qui parte, l'autre de l'acheter. Ok, on voit ensemble et on arrête cette guerre de Fournier et pas Fournier qui reste. Déjà, c'est pas mal le directeur sportif, mais que le directeur sportif. C'est le directeur général. Donc, oui, mais tu n'es que. Je pense qu'il gère un petit peu les finances à Nice. Tu n'es que le directeur général. La personne la plus importante dans un club, c'est un président. Il a ce qu'il veut, il dit ce qu'il veut. Le décisionnaire, c'est Rivière. Mais parce que justement aussi l'équipe a beaucoup travaillé là-dessus et expliqué qu'il y avait vraiment des guerres d'ego entre Jacques-Henri Hérault, Jean-Pierre River et Julien Fournier. Et parce que logiquement, si on refait la chronologie, donc ce que nous ont dit tous les protagonistes, c'est début juillet, donc déjà tu négocies depuis plusieurs semaines, mais tu appelles seulement Nice début juillet pour leur demander est-ce que le joueur est encore sous contrat. Je pense que le problème initial, il est là. C'est que l'OM, ils ont discuté avec Raiola. Raiola, il aurait plus ou moins laissé entendre que ça coûterait 0 en transfert. Après, ils ont laissé Raiola un peu gérer ce gentleman agreement entre Nice et donc le camp Balotelli. C'est peut-être là le problème. On rappelle initial. que Jacques-Henri Hérault, oui, donc le 8 juillet, Thierry Thiété à la commanderie, Balotelli vient à la commanderie. Une visite qui, déjà, c'est un peu particulier quand tu es toujours sous contrat, tu veux visiter les installations dans notre club aussi publiquement quand tu es Mario Balotelli, c'est quelque chose. Le 10 juillet, 2 jours plus tard, Jacques-Henri Hérault, au micro de Beansport, explique Mario veut venir à l'OM, mais il faut qu'il se mette d'accord avec Nice. Donc il ne dit pas il faut qu'on se mette d'accord, il dit il faut qu'il se mette d'accord. Donc ça montre bien qu'il passait par le biais de Raiola pour tenter de négocier ce montant-là. Je pense qu'ils ont voulu voir la faisabilité du transfert, parce que logiquement, Garcia a toujours dit qu'il n'était pas intéressé par un attaquant, puisqu'il veut garder... Alors, fin mai, quand il parle de Balotelli, c'est très élogieux, et il dit si l'OM veut progresser, il faut qu'il prenne des joueurs de très forts, et Mario Balotelli est un joueur très fort. Oui, mais après, ils sont toujours intéressés pour faire des coups. Ouais. Pas des gros transferts. Donc, je pense qu'ils ont sondé la faisabilité du transfert. Mais c'est un coup, Balotelli. C'est sûr que c'est un coup. Et après, vu l'importance des chiffres,
l'OM est resté dans ses starting blocks et n'a plus bougé, quoi. Parce que déjà, c'est plus que sondé. Donc, tu as discuté avec le joueur pendant plusieurs semaines, tu l'as fait venir à la commanderie, tu as fait des offres à son club. Là, tu vas au-delà. Ouais, mais quand tu vois que l'offre qu'ils font de 2,5 millions, c'est dérisoire. En sachant qu'on te dit que si. Tu peux te dire aussi, vu que grosso modo, Fournier explique, donc il a expliqué à l'équipe. J'ai un texto qui prouve que j'ai dit à l'OM, ça coûte 4 millions d'euros s'il signe chez vous pour un an et on rajoute 2 millions s'il signe une année supplémentaire. Donc déjà pour moi c'est un peu bizarre que tu dises fonction du nombre d'années pour lesquelles il signe chez vous. Il faut se rappeler aussi qu'il y avait Cabella dans la balance à un moment donné. Hein. Ouais, là, justement, je rebondis là-dessus. L'année passée, on n'a pas manqué un joueur à Monaco où Jacques-Henri Hérault était dans l'hélicoptère. Il avait été après. Celle-là, on l'oublie. Après, on commence à Mario Balotelli. Ok, ça se fait pas. Non, mais je le voulais pas, je le fais venir. Maintenant, on veut plus d'avant-centre. Non, mais c'était. Non, mais faut arrêter à un moment donné de. C'est pas clair. C'est pas clair du tout. Alors, Nice, on n'en parle pas. C'est nos adversaires. Pas de souci. Ils ont certainement leurs défauts. On les connaît. Il n'y a pas de problème. Nous, on est là pour parler de l'Olympique de Marseille et de cette équipe qui nous passionne depuis la nuit des temps. Tout ce qui est fait actuellement, c'est compliqué. On a parlé avec Nantes, ça y est, Kita, il y a des problèmes avec Kita. Bon, on va, pour faire bonne mesure, Kita, c'est souvent oui, difficile. Mais il est compliqué, Rivière, il est compliqué. Tout le monde est compliqué. Quand tu es là, tu es un négociateur. Des choses faciles, ça n'existe pas. C'est là où, si tu veux, quand tu es un bon négociateur, tu sais mélanger la chair, le chou. Là, tu proposes Balotelli, puis après 2 millions et demi, je vous mets Cabella. Si vous voulez, je vous mets 2 supporters. Non, mais c'est arrêté. On ne fait pas des confitures. Je ne sais pas si vous êtes de mon avis. Et puis surtout, ça a pris un mois avant. Donc Jacques-Henri Hérault appelle Jean-Pierre Rivière début juillet pour lui demander est-ce qu'il est libre. Jean-Pierre Rivière lui dit non. Et un mois après, on fait finalement une offre. Donc ça prend un mois. Donc c'est jusque début août parce qu'il y a aussi cette théorie de dire non, mais on a vu, comme tu dis Thierry, on a vu combien ça coûtait. On a dit on arrête. Oui, mais tu as arrêté début août. Et là, l'Olympique de Marseille ne semble pas se dire ah bah c'est pas grave, il prolonge. C'est là aussi où on se dit qu'il y a quand même une erreur parce que la communication est très importante pour la nouvelle direction, pour le nouveau coach. Enfin, et puis c'est très important dans le foot. Très important dans le foot. Et là, on se dit, tout le monde sait que depuis fin mai, les supporters ils sont comme des dingues sur cette histoire de Balotelli et on laisse traîner cette affaire dans les médias. Tout le monde en parle, à Marseille, tout le monde l'attend et ça dure pour finir comme ça. Au niveau de la com, c'est très mauvais. Oui, parce qu'il y a aussi cette histoire de Jacques-Henri Hérault a expliqué, enfin il n'a pas expliqué aussi clairement d'ailleurs, mais dans la Provence c'est sorti, il ne voulait qu'un an de contrat, c'était trop court, l'OM ne voulait pas faire l'effort pour un an de contrat. Ça tient la route cet argument pour toi? Mais dis-moi, on le sait maintenant ça? Parce que si ça on le sait maintenant, moi je comprends plus rien à rien. Et puis si tu fais des offres après, une fois que tu sais ça, parce que tu t'es mis d'accord d'abord avec Balotelli et ensuite tu as été voir Nice. Mais pourquoi pas 15 jours? Donc faut arrêter, c'est du n'importe quoi. Moi je veux bien, comme je rejoins nos amis sur le fait qu'on est en train de nous rouler dans la farine. On a manqué des joueurs, NJ ça va, ça revient, il vient, il a la visite médicale. Là, très honnêtement, on est un petit peu perdu. Essayez la direction. Nous, on est là en tant que passionnés. On n'est que des critiqueurs et des chroniqueurs. Mais on est là pour vous demander un peu de fluidité, un peu de choses réelles. On veut passer ce cap d'être un grand club avec de la communication, de la cohésion. Là, c'est du grand n'importe quoi. Je suis désolé, c'est du grand n'importe quoi. Oui, voilà. Donc, on a plein d'informations divergentes qui vont d'un côté de l'autre. On peut dire, pour conclure un peu tout ça, que s'il y avait une meilleure communication entre Nice et l'OM, Mario Balotelli aurait signé, que ce soit pour un an, que ce soit pour machin, il aurait signé, on est d'accord là-dessus. Et bien sûr. Voilà. Bon, on va passer à la suite parce qu'on en a soupé de Mario Balotelli. Oui. Matin, midi et soir pendant 3 mois. Voilà, il ne viendra pas, c'était un bon joueur. Maintenant, on va supporter les joueurs qu'on a et ceux qui potentiellement vont arriver. Alors, Rudy Garcia répète depuis plusieurs semaines, mon objectif maintenant, c'est de remplacer Franck Zambo-Anguissa. Jacques-Henri Hérault l'a répété aussi, on en parle tout de suite. Alors désormais, le mercato marseillais devrait se résumer à Radonjic qui devrait venir, même si, alors là je vais vous demander, ce matin la presse allemande parle de Wolfsburg qui serait toujours intéressé par Radonjic et Clinton Ng qui revient en prêt du Sporting. On va rappeler que Radonjic devait venir remplacer Ng. Est-ce que vous pensez qu'il y a des chances que ce transfert capote? Ah,
là, je pense plus rien. Excuse-moi. Maintenant, On peut plus avancer. si tu me dis ça, il a mis les chaussettes, les chaussures, je l'ai vu sur le terrain, ok. Là, je ne pense plus rien. Parce que là, on a commencé à me dire, oui, mais attention, c'est un joueur compliqué, il faut lui mettre quelqu'un parce que c'est un fou. Si je peux me permettre de faire une petite anecdote, j'ai eu la chance ou la malchance de connaître ces histoires-là à Montpellier avec Mbaye Niang, où on lui avait mis quelqu'un 24 heures sur 24 et ça lui a quand même permis de mettre une Ferrari dans un arbre. Donc, si on prend un joueur... Lui, il s'améliore. Apparemment, il a arrêté les Ferrari dans les arbres et tout. Ça fait 2 ans qu'il est on en est ravis. correct. Voilà. Donc Mbaye Niang aujourd'hui à l'OM, c'est pas une bonne idée. Ouais, non, personnellement, le joueur est attachant, c'est un gentil petit, mais qui est encore foufou, qui a vécu des épreuves difficiles dans sa vie, on en est tous conscients, mais c'est un joueur quand même qui a un profil intéressant pour l'Olympique de Marseille. Ça va très vite, techniquement c'est pas mal. Après, reste à régler son problème comportemental. Maintenant, j'espère et je souhaite pour lui qu'il ait grandi et qu'il ait mûri. Mais c'est vrai que quand il était jeune, c'était très compliqué. Bon, Thierry, toi, tu crois pas qu'il y aura Radonjic? C'est bon, il est là. On va pas se... Dimanche, il a confirmé, notre cher président. Il a dit que c'était signé. Donc, Attention à Canal+, on a déjà vu Canal+ se planter au niveau mercato. mais Et là, ils ont dit que c'était Hérault qui leur avait dit quand même. Ouais. Donc, je pense qu'ils lui ont fait signer un pré-contrat comme ils ont fait signer à Tchaletatsar en Russie. Donc, Wolfsburg peut essayer de se positionner. Je pense qu'il sera là. On va rester là-dessus. Bon, je pense que Wolfsburg, ils vont prendre Cornet. Ça, ils vont se régaler Les avec pauvres. Cornet. et il reste encore quelques jours pour trouver notre porte de sortie à notre ami NJ. Apparemment, selon l'équipe, il ne devrait plus bouger. On va donc revenir sur les déclarations de Jacques-Henri Hérault et de Rudy Garcia. Maintenant, c'est le remplaçant de Zambo. Il faut un remplaçant à Zambo et il y a le nom de Ramirez, international brésilien, 31 ans, qui est parti en Chine, qui est venu sur la table. T'en penses quoi, Jacques Ramirez? Ça t'inspire quoi? Bon, ça m'inspire déjà. Donc, si je comprends bien, dans l'organisation que nous avons actuellement, le nouveau, il va remplacer Morgan Sanson. C'est bien ça? C'est Zambo qui part. Non, mais d'accord, Zambo il est parti, donc Morgan a pris sa place, donc on va remplacer Morgan Sanson. Il te faut plus que 2 joueurs. T'as 2 postes au milieu, tu peux pas avoir juste 2 titulaires. D'accord, mais donc ce gars-là, il va venir pour un poste titulaire et tu sors Morgan Sanson. Pas de souci, jusque-là, je suis. Mais si tu me dis que le match de Nîmes, il n'est pas en relation avec tout ce genre de business qui s'est mis en place. Je cherche un 6, je cherche un couloir gauche, je cherche un arrière gauche. Moi, si je suis joueur, je me dis, mais à un moment donné, je fais quoi là? On va me remplacer, on cherche quelqu'un. Garcia l'avait dit avant le match de Toulouse qu'il voulait un milieu de terrain défensif physique. Donc Ramirez, pour moi, c'est pas le profil du milieu de terrain physique. Il n'a pas forcément dit physique, mais il a dit on n'aura plus de milieu défensif pur parce que on n'aura que Sertic. Donc si Camara et Luis Gustavo jouent derrière comme ce soir, ça c'est après le match contre Toulouse. Il dit donc on n'a personne. Il faut le remplacer. Pour moi, c'est logique. Même si justement on va parler de Sanson après son avenir au poste de numéro 8, je pense que c'est son poste, mais est-ce que tu as quand même besoin d'un joueur supplémentaire? Parce que sinon, si tu as Luis Gustavo qui se blesse, tu ne vas pas faire jouer Sertic en milieu de dans la terrain. rotation, on est juste après. Hein. Si Gustavo se blesse ou suspendu, en 6, on n'a personne derrière. Hein. Garcia, est-ce qu'il n'a pas encore dans sa tête de faire jouer Camara à ce poste de 6? Oui, je pense qu'il l'a, mais sinon, on parle de Ramirez, donc le joueur en lui-même. Qu'est-ce que vous en pensez? On aurait fait une offre selon Abola, il me semble, ou Record, un média portugais. En tout cas, on aurait fait une offre de 3 millions d'euros de salaire par an. Et il viendrait gratuitement après avoir résilié en Chine. Vous en pensez quoi? Vous avez des souvenirs du joueur Ramirez? C'était un grand joueur. À Chelsea, au milieu de terrain, il était très fort. Très bon joueur. S'il vient gratuit, après, ça reste toujours un coût. C'est peu onéreux pour l'Olympique de Marseille. On donne un salaire et il n'y a pas d'indemnité de transfert. C'est un nom, c'est un Brésilien. C'est un nom, voilà. Après, Gustavo, s'il le connaît, il peut l'appeler pour lui dire viens à l'Olympique de Marseille. Mais c'est vrai que est-ce qu'il a encore le niveau, puisque ça fait 2 ans qu'il est parti en Chine, qu'il n'a pas joué au haut niveau? Dans quel état physique il est, on ne le sait pas. J'ai des souvenirs de box-to-box. Il me semble qu'il marque en demi-finale de Ligue des Champions avec Chelsea contre Barcelone. Il avait un gros coffre. Techniquement, c'est la qualité brésilienne. Il connaît Luis Gustavo. Sur le papier, c'est pas mal quand même. Ça vend un peu de rêve, non?
Un peu de rêve, non. Alors je ne sais pas, aujourd'hui je suis peut-être le contrariant de service, excusez-moi. Et pour qu'il y ait un débat, c'est super bien parce qu'on n'est pas d'accord et ça met un peu de... comment dirais-je, d'activité dans notre débat. J'ai un joueur qui s'appelle Camara dans notre effectif de l'Olympique de Marseille, qui a été et qui a fait un match contre Toulouse, qui a fait un super match. Je le sors. Le match d'après contre Nîmes, il ne joue pas. D'accord. J'ai Rami qui me remplace, Khaled Takar, je vois ce match catastrophique et je me dis, je ne joue pas, c'est pas grave. Ok. Donc, on ne peut pas me mettre en numéro 6. Ok. Donc, on me fait venir un joueur qui joue en Chine depuis 2 ans. Je peux vous dire que là-bas, entre l'alimentation, la façon de s'entraîner, les matchs de championnat, ça n'a rien à voir avec notre niveau qui est quand même du haut niveau. Donc, on va prendre un joueur sur un coup de poker encore, qui n'est pas encore confirmé. Prenons des joueurs qui ont les capacités de s'intégrer et de jouer très rapidement à l'Olympique de Marseille, parce qu'après, je n'ai pas envie qu'on me dise qu'il faut le temps d'adaptation. Parce que si ça continue, on est au mois de décembre et les gars, ils ne sont toujours pas adaptés. Vous vous rendez compte que samedi, c'est quand même le 3e match et on parle de mener encore 3 voire 4 joueurs. Nico, tu voulais réagir à ce que disait Jacques? Oui, je suis d'accord parce que c'est un nom, Ramirez, de l'ancien Brésilien qui a joué à Chelsea. Mais le problème, c'est que c'est quand même Abdenour. Abdenour de Monaco, tout le monde le voulait. Mais là, c'est l'Abdenour de Valence qu'on a récupéré. Et pendant 2 ans, il n'avait pas été très bon. Et là, c'est pareil. Ramirez, tu disais que la Chine, c'est pas les mêmes exigences du haut niveau. Mais non seulement c'est ça, mais en plus, il n'a pas été super exceptionnel en Chine. Donc, on va récupérer quel Ramirez? Et justement, parce que tu nous disais en off aussi que toi, à Montpellier, donc tu avais eu Lucas Barrios, on se souvient, un Paraguayen qu'il était, il me semble, attaquant paraguayen, qui avait fait une grosse saison à Dortmund quelques saisons avant, et puis qui était parti en Chine. Et là, vous le rapatriez à Montpellier. Et il a mis du temps à se remettre dans le bain. Exactement, il a mis énormément de temps. C'était quand même un buteur né. Il avait même du mal à se repositionner. Il est arrivé physiquement, il était à la cave, comme on dit à Marseille. Il était vraiment dans un état physique, c'était catastrophique, même techniquement. Quand on se rend compte que les Chinois ils viennent faire leur formation ici, on a beaucoup de jeunes qui viennent ici se former pour savoir comment ça se passe. 2 ans en Chine, il va falloir un certain temps et un temps certain pour qu'il s'adapte. Alors lui, il va falloir qu'il s'adapte. Khaled Takar, il faut qu'il s'adapte. D'où le problème, on revient sur tout à l'heure, l'effectif doit être fait, ta préparation, tu fais ta préparation avec un élément, voire 2 maximum, des matchs amicaux pour trouver de la cohésion. Là, on a fait tout à l'envers. Alors, je ne veux pas tout le temps critiquer. Là, aujourd'hui, je m'interroge parce que nous sommes ici, en plus des amoureux de l'Olympique de Marseille, et on a envie que ça marche. Et là, on est inquiet. En fait, ce qu'il aurait fallu faire, si on suit ton raisonnement, c'est que les joueurs, même Radonjic, Tchaleta Tsar, même Ramirez, si ça se faisait, il faut les faire venir très tôt pour qu'ils aient une préparation, qu'ils s'adaptent. Et là, en fin de mercato, il faut faire venir des joueurs qui sont déjà adaptés au championnat de France, au championnat de très haut niveau à la limite. C'est ça qu'il faudrait plus faire. Mais tout à fait. Déjà, tu dois commencer préparer ton mercato en février ou en mars. En disant à ton entraîneur, bon écoutez, qu'est-ce que vous voulez, quels sont les profils de joueurs que vous recherchez. Nous, on va pouvoir vous mettre cette somme-là, et à ce moment-là, l'entraîneur il dit je veux ça, et tu commences à préparer ta saison future. Là, on a fait tout à l'envers, et dans les 10 jours, on va prendre lui, on va essayer de faire lui. Je trouve que là, on a été mauvais. Alors il y a un autre joueur dont on a parlé ce matin dans l'équipe, c'est Marquisio, le joueur de la Juventus. Bon, il a été proposé, apparemment il a été refusé. On n'a pas de regret là-dessus, Thierry. Marquisio, non, il est sa carrière elle est derrière lui quoi. Marquisio maintenant il faut qu'il parte en MLS gagner de l'argent ou à Monaco. ou à Monaco, mais je suis même pas certain que Monaco le fasse. Donc, ouais, je pense que moi non plus j'ai pas trop de regrets, même si je me souviens d'un joueur exceptionnel il y a quelques années. Après, lui, il n'a pas quitté le haut niveau parce qu'il était toujours à la Juve. Mais on ne fait pas une équipe avec des souvenirs. Voilà, mais depuis sa blessure, c'est les ligaments croisés, je crois qu'il a eu. Après, il est sorti de l'équipe. Parce que c'était un joueur exceptionnel, mais bon,
On passe vite sur Marquinhos. Mais j'ai l'impression, si tu veux, pour imager, j'aime bien mettre des images, que nous, on va comme si tu vas au marché au Vieux-Port, au lieu d'aller chercher le poisson à 7h du matin, où tu vas prendre du thon, des sols, tout ce qu'il y a, nous on arrive à midi et demi, et on prend ce qu'il y a, des bogues, Ce qui reste. ce qui reste. Ouais, parce Parce que là, on va même au marché des Capucins. Là, là, on a même dépassé ça, c'était une le temps. référence au Panic Boy de l'année dernière. Bon, on va parler d'un joueur, d'un hot prospect, comme on dit de nos jours. C'est Stanley Nsoki, le Parisien de 19 ans, donc, sur lequel l'OM est. Et donc, arrière-gauche, parce que là, on cherche aussi un joueur pour un peu pousser à Amavi dans ses derniers retranchements, comme l'a dit Rudy Garcia. Ça t'inspire quoi, ça, Stanley Nsoki? T'en penses quoi? Je vais être aujourd'hui, vous allez me taper sur la tête peut-être, mais T'aimes pas non plus. Mais Non, c'est pas- nous, on est critique d'habitude. Toi, t'es ultra critique. Merde. Non, ce que je voudrais dire, c'est que nous avions la possibilité de nous intéresser à Jérôme Roussillon, qui était à Montpellier, à François Moubandier, qui est à Toulouse, qui sont des joueurs qui connaissent le championnat de France et qui ont connu déjà la Ligue 1. Aujourd'hui, en plus d'être parisien, ce joueur, il est en réserve, il est avec la CFA de Paris Saint-Germain. Je ne doute pas de ses qualités. Ça, j'en suis persuadé. Ce que je veux dire là aussi, on va parler du temps d'adaptation. C'est un jeune, ok. Je pense qu'on aurait dû s'orienter sur des joueurs de Ligue 1 que nous avions vus toute l'année. Un Ben Sibaini de Rennes. Voilà, des joueurs qui ont déjà proposé quelque chose dans notre championnat. Ce joueur-là, pour nous, Olympique de Marseille, merde, on est l'Olympique de Marseille. Bon, après, je vais te dire qu'à part Roussillon, parmi les noms que tu me proposes, les autres aussi, je sais pas s'ils auraient pu, tu vois, passer ce cap-là. Moubandier, je ne sais pas s'il y avait le dernier match contre les Girondins de Bordeaux. Non, j'ai pas vu, mais je l'ai beaucoup vu. Je l'ai beaucoup vu les saisons précédentes avec Toulouse. Il est offensivement, c'est pas toujours bon. Avec la Suisse aussi, on l'a pas mal vu, Moubandier. Mais Roussillon, par contre, c'est vrai que ça, c'est un joueur qui laisse, même on le voit sur les réseaux sociaux, beaucoup de regrets aux supporters marseillais parce que c'est quelqu'un qu'on aurait bien aimé avoir, mais lui, il voulait, de toute manière, que l'étranger, si j'ai bien compris, Roussillon. Je pense que lui, il voulait un challenge différent du Montpellier-Hérault. Et si tu proposes à Roussillon, j'ai eu la chance de le connaître, de venir à l'Olympique de Marseille, je pense qu'il vient à pied de Montpellier. Ça, c'est sûr. Et là, c'est un rôle de doublure quand même qui était proposé Ouais, initialement. je pense Peut-être que un c'est- bis, quoi. Mais tu sais, Jérôme, il n'a pas la faculté de jouer tous les matchs. Au niveau de son physique, ça aurait été un joueur qui peut te faire un remplacement. Tu le fais jouer 40, 45, 60, une fois 90 avec Amavi, et tu as un apport offensif. Tu peux faire jouer Der Zakarian avec son effet banane, avec une défense à 5 qui t'apporte offensivement. Tu les fais rentrer dans les 20 dernières minutes où tu es 1 à 1. C'est quelqu'un qui offensivement peut t'apporter. C'est ma façon de penser. Je n'ai pas les qualités aujourd'hui de Rudy Garcia. Loin de là, parce que c'est un entraîneur que j'adore, et heureusement que nous avons Rudy Garcia. Finalement, tu nous dis quelque chose de positif. Finalement. Et après, pour conclure sur Nsoki, je pense qu'il y a deux choses. C'est que Garcia, il a déjà ouvert le parapluie en disant que Hugo Chan pourrait peut-être faire la maille en tant que doublure. Donc ça, déjà, ça prépare peut-être le truc. S'ils ne trouvent pas, ils resteront comme ça au moins jusqu'à cet hiver. Et l'autre info du jour, c'est qu'a priori, le PSG tenterait de l'intégrer dans le deal avec Dortmund pour essayer de récupérer Guerreiro. Et de toute façon, le joueur ne veut pas partir du PSG et Paris l'estime à 15 millions d'euros. Donc je pense qu'avec toutes ces informations-là, ce dossier-là, on peut directement le fermer et le mettre dans un Bon, et puis même, dernière question sur cette partie mercato. Donc, même si on réussit à faire ces deux cibles, donc un arrière-gauche, un milieu de terrain et Radonjic qui vient. Rudy Garcia avait dit que quantitativement, il avait vraiment tiré le max de son effectif, qu'il avait besoin de se renforcer quantitativement. Là, en fait, on sera toujours juste quantitativement, même avec l'apport de ces 4 joueurs, si on fait Radonjic, donc déjà si ça capote pas, si on fait donc Tchaleta Tsar, ça c'est bon, c'est fait, et un latéral gauche, un milieu de terrain, en sachant que cette année tu as aussi perdu Zambo qui était quand même un joueur qui a beaucoup joué, et bon Cabella qui était en prêt aussi, mais est-ce que tu te renforçais vraiment qualitativement et que Rolando est blessé, donc il va pas être là pendant au moins 4, 5, 6 mois. Donc tu aurais rajouté au total 2 joueurs à ton effectif, c'est suffisant ça? Non, je pense pas. Je ne pense pas parce que nous avons quand même plusieurs compétitions, le championnat de France, la Coupe de France, la Coupe de la Ligue, la Coupe d'Europe. Entre les blessures, les suspensions, les états de forme, un effectif, tu dois avoir entre 18 et 20 joueurs
capable de jouer au très haut niveau. Aujourd'hui, on n'a pas cet effectif-là du tout. Alors, encore une fois, ça a été mal géré, mais je pense qu'ils vont quand même se réveiller rapidement et se rendre compte que Rudy Garcia, c'est pas un magicien quand même, hein, c'est pas David Copperfield. Hein. Parce que c'est vrai qu'il a fait des miracles avec son effectif l'an dernier. Thierry, tu es d'accord avec cet avis? Moi, je suis d'accord. Pour l'instant, si on garde quantitativement le même effectif, j'ai des doutes qu'on finisse sur le podium à la fin de la saison. Hein. Parce que, comme disait Jacques, entre les suspensions, les blessures, les états de forme, les compétitions, l'année dernière, on a surperformé, quoi. Hein. Cette année, je ne suis pas certain que... Bon, on va justement parler du sportif, et parce qu'il va falloir performer très rapidement, et ce dès dimanche face à Rennes, puisqu'il y a un gros match dimanche au Vélodrome, 21h OM Rennes. On en parle tout de suite. Donc justement, messieurs, on parle de performer au niveau sportif, et là déjà avec ce truc Balotelli qui a pris beaucoup plus de place qu'un transfert normal qui se termine mal, la défaite à Nîmes qui a quand même laissé des traces, même si voilà, on va peut-être pas s'enflammer non plus, mais déjà on se retrouve un peu dans la situation l'année dernière, vous vous souvenez, l'année dernière on se prend une raclée à Monaco, là on se prend petite raclée à Nîmes. Bon, en même temps, les deux équipes n'ont pas le même niveau, ni les mêmes moyens. Et ensuite, on avait aussi cette fin de mercato un peu en eau de boudin. Et là, on a ce feuilleton Balotelli un peu en eau de boudin. Est-ce qu'on n'est pas exactement, Nico, dans la même situation que la saison dernière, avec Rennes qui vient au Vélodrome et il faut absolument les battre, sinon c'est la crise? Moi, c'est ce que j'ai dit lundi. C'est que là, la conjoncture actuellement pour l'OM, elle est négative. Les supporters, ils sont déçus par cette histoire de Balotelli. Ils sont déçus par le match, au-delà de la défaite, le match proposé par l'équipe face à Nîmes, parce que dans l'envie, il n'y avait personne. Et ça, c'est un gros problème. Donc du coup, tout le monde attend une réaction dimanche face à Rennes, comme l'année dernière. Et s'il n'y a pas réaction dimanche et que Rennes nous balade, là, ça va. Mais est-ce que, sincèrement, on n'est pas... Parce que, quand même, bon, ok, on peut critiquer le mercato, dire on n'est pas d'accord, mais avec ce qu'ils ont fait l'année dernière, particulièrement Rudy Garcia, que j'ai beaucoup critiqué l'an dernier, mais qui m'a vraiment cloué le bec, est-ce qu'on ne peut pas aussi lui apporter un peu plus de crédit, lui laisser plus de temps? Est-ce qu'il ne faudrait pas aussi espérer que le public réagisse de manière plus mesurée dimanche, même en cas de contre-performance contre Rennes? Ben, tu nous connais, on est des latins. Pour nous, c'est pratiquement impossible. Ouais, on est déjà en colère sur tout. Et déjà, si tu as Rennes, nous avons aujourd'hui 3 points. Hein. Si tu perds contre Rennes et que tu ne fais pas un résultat à Monaco, on est déjà à la ramasse. On va être déjà loin, voire très très loin du premier et de nos objectifs. Ça, on ne sera pas premier dans tous les cas, malheureusement. Mais même du second, ça va très vite. Après, ces points-là, c'est comme quand tu joues au boule et que tu perds les 2-3 premiers remènes, 2 points, 3 points, et quand il faut arriver en 13, mais ces points que tu as perdus là, tu les as pas. Et donc, c'est ce qui risque de te manquer. Donc, il faut vraiment avoir une réaction contre Rennes, qui est une équipe emmerdante à jouer. Ça va pas être une partie de plaisir. Je compte sur les joueurs et sur le public et surtout sur l'ami de Rudy Garcia qui est un passionné. Ce mec-là, je pense qu'au retour de Nîmes, ça n'a pas dû être facile pour les joueurs, hein, parce que dans l'état de nerfs qu'il était ce garçon-là, quand il a vu ce qu'il a vu ou ce qu'il n'a pas vu, je pense que ce garçon-là, il devait être très en colère. Et cette semaine, ça n'a pas dû être facile à la commanderie. Hein. Ouais, mais en plus, moi, je pense vraiment qu'il subit les événements parce que si on est aussi mauvais à Nîmes aussi, c'est parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui ont du retard dans la préparation physiquement, qu'au niveau du mercato on n'a pas avancé et que lui, ça malheureusement de son poste de coach, il fait avec ce qu'il a, quoi. Donc il aurait pu faire autre chose. On parlait tout à l'heure du petit Camara, il aurait pu faire jouer dans l'axe avec Rami quand même, par exemple. C'est vrai. Je pense que dimanche elle est pour lui. Hein. Dimanche elle est pour lui. J'aurais pas intégré les 4 mondialistes, les 4 d'un seul coup, quoi. Ok, ouais, je sais pas. En tout cas, moi, Rudy Garcia a gagné du crédit à mes yeux, donc avant qu'il détruise ce crédit. Et vraiment, c'était mais c'est pas pour détruire le crédit. Tu peux faire une erreur. C'est une erreur parce que après, les autres mondialistes dans les autres clubs, Fekir n'a pas joué. Mbappé, il a joué une trentaine de minutes. Mi-temps où il rentre. Après. En seconde mi-temps. Mais c'est là d'inclure les 4 d'un seul coup.
Dans une compliqué. recrue qui ne connaît pas les autres. Ouais. Et justement, cette équipe de Rennes, tu as bossé un peu à Rennes. Oui, un peu. Tu l'as vu jouer cette année avec Lamouchi Oui, j'ai vu jouer, j'ai vu des matchs de préparation. Là aussi, on a quand même un entraîneur assez intéressant, un bon gars. Un ancien Marseillais. Ils ont fait pas mal de changements, eux aussi. Ça n'a pas toujours été rose dans les matchs de préparation et les matchs de début de saison. Mais très honnêtement, quand tu es adversaire de l'Olympique de Marseille, tu arrives ici, c'est le match, pas de ta vie, mais c'est le match référence. Tu sais, nous, quand on était à Rennes, tu regardes le calendrier, quand est-ce que tu vas à Marseille, quand est-ce que tu vas à Paris. Et les joueurs, ils vont être motivés, voire surmotivés. Tu sais très bien que dans l'état d'esprit, on était avec Roland dans la causerie, il leur a dit, dans les 15 premières minutes, si vous êtes capable de marquer un but ou deux, vous avez le stade avec vous. Et eux, ils vont faire pareil, c'est-à-dire qu'ils connaissent l'atmosphère et l'ambiance du Vélodrome. Si dans le premier quart d'heure, tu fais chou blanc, ça va être compliqué. Donc dès le début, rentrons dedans, faisons voir qu'on est chez nous et que maintenant notre état d'esprit a changé et qu'on a vraiment envie de les mettre à terre. Voilà. Donc on rappelle, Rennes a 3 points. Ils ont perdu 3-1 contre Lille. Au terme d'un mauvais match, d'ailleurs, Sabri Lamouchi l'avait reconnu, était plutôt en colère. Et ils ont battu Angers 1-0. Il a dit, là, j'étais plus satisfait de ce que j'ai vu. Donc ils ont un super joueur qui s'appelle Ismaïl Assar, que personnellement, j'ai des regrets qu'on ne soit pas penché dessus quand il était à Metz. Ils l'ont payé 15 millions d'euros. Mais quand tu vois ce qu'il fait, bon, toute proportion gardée, il me fait beaucoup penser à Ousmane Dembélé, mais c'est parce que maintenant il porte le maillot de Rennes, il joue sur un côté, tout ça. Et Ils ont Grenier aussi. Ils ont Grenier aussi qui avait fait un. Il fait souvent des bons matchs contre l'OM. Ouais. Tout à fait. Quels sont les autres dangers de cette équipe, Jacques? Ben, tu les as relevés. Ça s'articule les autres dangers. Il y a un très bon gardien. Alors je ne sais pas s'il va faire jouer Ben Sebaini. Bon, eux aussi, ils ont perdu Joris Gnagnon. Ils ont perdu Kazri aussi, qui était très important. J'allais y venir. Et Kazri qui a fait une saison exceptionnelle. Bon, Courcu jouait très peu, mais tu récupères Clément Grenier. C'est une équipe emmerdante. C'est pas le genre d'équipe où tu vas avoir la partie facile. Je pense pas. Mais très honnêtement, on a les capacités de battre cette équipe. Si tu mets sur le papier, il n'y a pas photo entre Rennes et l'Olympique de Marseille chez nous. On doit faire mal aux Rennais. Sûr et certain. Bon, Titi, c'est toi le parieur de la bande. Ton pronostic, tu partirais sur quel type de match? Un match compliqué parce que je pense qu'ils vont jouer bloc bas et si on ne marque pas dans le premier quart d'heure, ça risque d'être chaud et un petit 1-0 ou un 2-1, mais pas un score fleuve, quoi. Ça va être compliqué. Le 11 n'est pas en forme. En tout cas, on attend une réaction de l'OM, ça c'est évident. Ne serait-ce que dans l'agressivité et dans l'envie. Surtout au Vélodrome. Là, avec le match qu'ils ont fait à Nîmes, là, il va falloir qu'ils se mettent ensemble directement. Il faut qu'ils leur rentrent dedans. Moi, je suis d'accord avec ça. Je pense que le contenu va être plus important pour moi que le résultat final. Même si on fait un match nul, mais avec des joueurs fatigués, mais qui s'arrachent, qui donnent tout. Non, tu ne dois pas même pas un match nul, il faut la victoire. Il faut la victoire, mais si au niveau du contenu, c'est déjà au moins satisfaisant, j'aurais déjà cette première satisfaction. On arrive bientôt au terme de l'émission, mais puisqu'on t'a sur le plateau, on voulait parler d'une de nos marottes avec Nico. On parle souvent de Morgan Sanson et du poste de numéro 8, parce que là, il a été très critiqué donc à Nîmes, mais toute l'équipe était à l'envers. Mais nous, on a l'impression que son poste idéal, ce serait ça, surtout dans le système de jeu de l'Olympique de Marseille, parce qu'il a un gros coffre, parce qu'il a la qualité technique, et que moi, je trouve que quand il est un peu plus bas sur le terrain, sa qualité de passe longue, elle profite à l'équipe. Toi, tu l'as connu à Montpellier même très bien. Quel est ton avis sur ça? Est-ce que c'est pour toi aussi, le poste de 8, c'est son meilleur poste? C'est son poste. C'est son poste. Il est ni 6 ni 10, c'est un numéro 8, c'est tout. Après, vous me parlez du match de Nîmes où il n'a pas été bon. J'ai lu le journal L'Équipe pour ne pas les citer. Il a quand même été le meilleur joueur de l'Olympique de Marseille. Ça a été un naufrage collectif. Si tu mets, on va les noter de 0 à 3, l'Olympique de Marseille, sur 10, d'accord? Mais tu lui mets 3. D'ailleurs, c'est la note que je crois que j'avais mis 4, d'ailleurs. Voilà. C'est moi qui l'ai noté. Par contre, il y en a beaucoup qui ont 2, voire 0,5. Donc, je ne vais pas défendre bêtement Morgan Sanson, mais je voudrais bien qu'on me dise le nombre de kilomètres qu'il a couru pendant ce match, les passes qu'il a faites. Il n'a pas tout fait bien, voire très bien, mais d'accord, mais il a quand même fait un match
moyen moins, mais lui, ça n'a pas été le plus Son mauvais. problème, c'est que depuis qu'il arrive à l'OM, il est un peu trimballé partout, un peu Exactement. sur un côté. Il avait dit ça me va pas du En tout. 10. En 10, après on joue en 4-3-3, là ça lui allait bien, maintenant on joue en 4-2-3-1, donc il doit jouer là, mais c'est là où il faut qu'il s'établisse finalement, parce que c'est là où ses qualités peuvent parler, ce poste-là. Mais c'est exactement ça. Tu ne peux pas demander à un joueur comme ça de jouer numéro 10. C'est pas son poste du tout. Si tu fais un milieu à 3 en V et tu mets Gustavo en bas du V et tu mets Morgan à ta droite, tu verras que le petit, il va t'apporter beaucoup plus que ce que tu as actuellement. Mais est-ce que là, parce que là, donc t'as pas levé, malheureusement, t'as qu'un doigt, t'as Un V inversé. Et t'as Gustavo et Sanson, et on se dit, ces détracteurs, bon, moi, il sait pas. On dit qu'il n'a pas assez de physique aussi, parce qu'à ce moment-là, il faut aussi récupérer beaucoup de ballons. Il n'a et pas que le c'est physique, je peux te dire qu'il a les meilleurs tests de France. Le test VMA. Mais dans l'impact pour aller récupérer les ballons, est-ce qu'il est capable de faire ça? Je ne sais aussi pas, alors je pense que je me trompe sur ses qualités peut-être, très honnêtement. Mais toi qui l'as connu à Montpellier, moi, rien que là, je trouve que même physiquement, je trouve qu'il s'est étoffé. Mais il est métamorphosé physiquement, il est aguerri, il est costaud, il ne s'arrête pas de courir. Aujourd'hui, on peut critiquer Morgan Sanson. Non. On a d'autres joueurs à critiquer. On parle de Campos, on parle de Mitroglou, on parle de Germain. Campos, nous on l'aime bien ici. Ah oui, parce qu'il court. Mais bon, voilà. On dirait un poulet sans tête. Adil, ça fait 2. Clinton. Non, mais ça fait les deux. Ça fait 2. Adil Rami, il a fait un match quand même catastrophique. Sakai, ça a été moyennasse sur l'histoire avec qui s'embrouille avec. Bon, ils n'ont pas fait la préparation. Sakai physiquement, il n'y est pas, mais bon, c'est quand même un joueur. Mais moi, pour revenir à cette histoire tactique, c'est vrai que là, du coup, je suis d'accord avec toi. Dans ce système à 3, le 4-3-3 d'ailleurs, qui est quand même le système que préfère Garcia initialement, même un petit Lopez il était beaucoup plus à l'aise dans ce système-là. Sanson, il était très à l'aise. Mais je me souviens quand il est repassé avec ce 4-2-3-1, que c'était Zambo qui jouait avec, il avait dit, moi j'aimerais bien jouer à ce poste. Parce que c'est un peu entre 6 et 8 finalement, parce qu'ils sont deux. Ils se relayent un peu dans les montées de balles. Donc en fait, lui, la progression qu'il doit avoir, c'est dans cette faculté à jouer un peu 6 par moment dans le match. Et moi, je trouve que vu que physiquement, il s'est étoffé, il est sur le bon chemin et je le vois très bien réussir à ce poste-là avec Gustavo. Et d'ailleurs, on a entendu dans l'émission J+1 de Canal+, on entend un moment sur le match de Nîmes, Rudy Garcia qui crie à Sanson, Morgan, c'est à toi d'organiser le jeu, c'est toi qui dois prendre le bal, passe courte, passe longue, tout ça, machin. Donc bon, c'est intéressant, mais on n'a plus de temps, malheureusement. Dommage. On voulait quand même parler de ça, profiter de ta venue. Donc on te remercie, Lilian d'être venu. C'était un plaisir. Thierry, comme d'habitude, c'est un plaisir. T'as les clés, de la maison. T'es chez toi. Il a avec la commanderie, il a les clés d'ici. Quand t'es pas à la commanderie, t'es ici, on sait. Et Nico, nous on est là, on n'a pas le choix, malheureusement. Donc voilà, on se retrouve très très bientôt sur Football Club de Marseille pour une nouvelle émission. On espère plus joyeuse lundi, après plus joyeuse. J'ai une prononciation. Après là, une belle victoire face à top là. Voilà, je commence à tout faire bouger. Donc on va s'arrêter là après une belle victoire de l'Olympique de Marseille contre Rennes, on l'espère, et 3 recrues top niveau qui clôtureront le débat sur le mercato. Allez, ciao ciao.